Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, c'est Marina. J'ai 25 ans et un lourd passé de troubles du comportement alimentaire. J'étais un petit peu l'enfant qui mangeait bien, gourmande, voilà. Et très très vite, mon alimentation s'est troublée. Je me souviens de mes premières crises de boulimie, je devais avoir 7-8 ans. Dès que ça n'allait pas, dès que j'étais très en colère, dès que j'étais un petit peu triste, je me réconfortais avec l'alimentation en fait. C'est un aller-retour constant entre restriction et crise de boulimie. Le cercle infernal a démarré à ce moment-là, en fait. Je me suis rendu compte que j'ai passé 20 ans quasiment à me maltraiter. Là, je suis dans un cheminement où je commence à comprendre que j'existe en tant qu'individu à part entière, ce qui n'était pas forcément acquis. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pas une fatalité. Restez pas seul avec, tournez-vous vers des personnes qui sont formées à entendre ce type de souffrance et qui pourront vous aider. Bienvenue dans l'épisode 46 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage de Marina. À 25 ans aujourd'hui, Marina est devenue diététicienne et ce n'est pas un hasard. Vous allez le voir, son histoire de vie et de relation avec l'alimentation l'ont conduite à cette évidence, accompagner des personnes dans leurs difficultés relationnelles avec l'alimentation. Marina se souvient bien de sa première crise de boulimie lorsqu'elle avait 7 ou 8 ans. N'ayant pas d'autres moyens pour vivre ses émotions que la nourriture, elle a pris du poids et très vite, vers 8 ans, subissant les moqueries à l'école, elle a commencé à faire des régimes. Ce qui l'a conduite à aggraver la situation, enchaînant les périodes de boulimie et les périodes de restriction. C'est lorsqu'elle a suivi la formation en psychonutrition après son BTS en diététique que Marina a pu appliquer pour elle-même les principes thérapeutiques enseignés et avancer ainsi sur le chemin de la guérison. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Marina, je suis vraiment ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci, et toi ? Écoute, ça va, je suis très enjouée de te recevoir. À chaque fois, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer à enregistrer, à chaque fois que j'enregistre un nouveau témoignage ou que je fais une nouvelle interview, je suis toujours super enjouée et excitée, oui, je peux le dire comme ça, de recueillir votre parole et ta parole aujourd'hui pour pouvoir la transmettre à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc, très, très heureuse. Marina, est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Marina. J'ai 25 ans et un lourd passé de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je suis diététicienne depuis 2019 et spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et dans la psychonutrition depuis 2021. Voilà. Okay. Donc en fait, j'en ai vraiment fait mon métier à l'heure actuelle. Oui, effectivement. Un parcours de vie finalement qui t'a mené à ton tour accompagner, encourager les personnes dans ce processus-là en fait. Exactement, et c'était vraiment un souhait de ma part. En commençant mes études de diététicienne, je savais déjà très bien ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu déçue de la formation. Parce que j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais. Par contre, je l'ai trouvé dans le DU que j'ai fait par après sur la psychologie de l'alimentation. Et oui, tu es pas la seule à m'avoir partagé ça par rapport
au BTS Oui. diététique, mais bon, c'est pas forcément notre propos là. Mais, Non, exactement. non, mais voilà, je suis pas forcément surprise en fait de ce que tu nous Ouais. partages là. Est-ce que tu veux bien alors du coup nous partager ton histoire, une part de ton histoire? Alors je sais pas si tu préfères le faire dans l'ordre chronologique ou s'il y a une autre façon pour toi qui serait la mieux en fait, la plus aidante pour nous traverser ça. Alors, je pense que chronologiquement, c'est ce qui me paraît le plus pertinent Mhm. pour comprendre un petit peu mon parcours. En fait, très très rapidement, dès toute petite, j'étais un petit peu l'enfant qui mangeait bien, gourmande, enfin voilà. Et très très vite, mon alimentation s'est troublée. Il y a des traumatismes qui se sont rajoutés à ça. Je me souviens de mes premières crises de boulimie, je devais avoir 7-8 ans. Et c'est les premières fois où je me retrouvais en général seule à la maison. Et oui. Cette solitude-là que j'avais un petit peu du mal à vivre, je pense, ou peut-être qui me permettait de faire des choses que je ne pouvais pas. Enfin, Et oui, et oui. ça, je n'en sais pas trop. Mais du coup, ça remonte vraiment à quand j'étais enfant. Mhm. Et je me souviens de ma première crise. Je crois que j'ai vidé le frigo. Si je me souviens bien, j'ai même pas pris le temps de décongeler totalement les nuggets que j'avais cherchés dans le congélo. Enfin, c'était assez violent. Et du coup, très rapidement, j'ai pris du poids. Quand j'étais en primaire, je m'habillais déjà avec des vêtements taille 44, 46. Ouais. Je pouvais plus vous dire le poids que je faisais, mais j'étais vraiment très très ronde, obèse même, on peut dire ça. Mhm. Et du coup, très vite sont arrivées aussi les moqueries Et oui. à l'école, le rejet aussi un petit peu des camarades. Dans la cour de récré, je détestais jouer au loup, jouer au ballon prisonnier parce qu'il fallait courir, enfin tout ce qui va avec. Ouais. Du coup, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, ma boulimie s'est empirée avec le temps. Et puis, il faut savoir que chez moi, c'est aussi très, très émotionnel. C'est-à-dire que dès enfant, on m'a pas appris forcément à gérer mes émotions, à les vivre, par exemple. Dès que ça n'allait pas, dès que j'étais très en colère, dès que j'étais un petit peu triste, je me réconfortais avec l'alimentation, en fait. Du coup, petit à petit, ça s'est aggravé. Forcément, vu que je prenais du poids et que j'avais envie d'en perdre, eh ben, j'ai commencé ensuite les régimes. Et ça, tu daterais ça de quel âge à peu près, cette envie de perdre du poids et ces premiers régimes? Vers l'âge de 8-9 ans. Ah oui, Ouais, c'est venu très 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 tôt. vite. À savoir que j'ai une maman aussi qui a des difficultés avec son image aussi. J'ai grandi dans une famille obèse, mes 2 parents étaient obèses. Et en fait, ma mère faisait des régimes, je la voyais faire énormément de régimes. Et je me souvenais qu'à l'époque, vers 8-9 ans, j'allais déjà à des réunions avec elle. Ouais, il y avait déjà l'envie du coup de perdre du poids à l'époque. Alors elle était contre le fait que je prenne des poudres, des shakers protéinés, etc. Mais je la voyais faire. Donc forcément, en tant qu'enfant, ça plante une petite graine aussi, on va dire. Oui. Et du coup, oui, j'avais très tôt envie de perdre du poids, donc je faisais attention. Forcément, le discours qu'on entend toujours, manger des légumes, manger équilibré, etc., etc. Ensuite, ado, j'ai fait du camp. Tout le monde sait ce que du camp fait. C'est pas forcément un régime hyper agréable. Non. Et en fait, à chaque fois, je perdais du poids. Mais j'étais totalement en restriction cognitive. Donc forcément, ça n'arrangeait pas mes crises de boulimie. Donc en fait, c'était un aller-retour constant entre restriction et crise de boulimie. Le cercle infernal a démarré à ce moment-là, en fait. Oui, dès l'adolescence, hein, du coup. C'est ça, très très tôt. Et en fait, je m'en suis jamais défait. Je me souviens aussi d'une crise. Si je m'en suis défaite à une période, je devais avoir 14 ans. Et là, c'était le début, les garçons qui nous regardent, etc. C'est un peu la période ado où on commence à se poser un petit peu des questions. Et là, je me souviens, j'avais perdu du poids, mais sans rien faire. En fait, je mangeais plus ou moins équilibré, mais ça me prenait pas la tête. En fait, avec le recul, je pensais à l'époque que je mangeais plus ou moins intuitivement à ce moment-là. Et par contre, vers la fin de mes 14 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel avec la mort de mon grand-père.
Mmh. Et en fait, alors que mes crises de boulimie s'étaient calmées, je me Mmh. souviens que le jour où on m'a appris sa mort, j'avais des paquets de granola dans mon tiroir que je Mmh. cachais. Et en fait, j'ai mangé 5 paquets de granola d'un coup. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ça a redémarré. Donc, gros choc émotionnel et je suis retombée en fait dans la boulimie. Mmh. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la façon dont ça a disparu, en fait, sans que tu saches l'expliquer trop. Ouais, Enfin, il n'y a pas un truc spécifique. pas Il y a du quelque tout, chose qui ouais. s'est apaisé, en fait, Mm, en lien, voilà, tu disais, avec une période d'adolescence, de plus d'intérêt pour les garçons, enfin, dans quelque chose qui évoluait aussi, je sais pas, à l'intérieur de toi. mm, Et il y avait quelque chose de naturel, d'intuitif qui s'était mis en place. Et c'est puis ce ça. choc émotionnel, hein, et comme tu le disais juste avant, tu avais toujours eu l'habitude de vivre tes émotions en mangeant, en fait, en Oui. trouvant ce réconfort dans la nourriture, parce qu'on t'avait pas appris autrement à le faire Mm. finalement, ou peut-être que même, tiens, est-ce que c'était un peu encouragé dans ton éducation, parce que, enfin moi je peux le dire moi-même, hein, ça s'est fait un peu comme ça, hein, tu sais les gâteaux qu'on te donne quand ça va pas, pour que ça aille mieux, enfin etc. Enfin, Oui, en fait, ça me fait rire parce que ma mère m'en a parlé il y a pas longtemps ah encore. oui, Et elle me disait que, en fait, j'étais une enfant plutôt docile et elle savait très bien que pour que je sois tranquille, il fallait me donner à manger. et Du oui. coup, quand elle allait faire des courses pour que je me tienne tranquille, elle ouvrait un paquet de malicettes, vu que je suis alsacienne, Mmh. et Mmh. elle me donnait un paquet de malicettes et elle me disait j'étais tranquille tout le long des Mmh. courses, quoi. Eh ben oui. Oui, donc il y a eu vraiment ce choc, hein, le décès de ton grand-père et un engrenage qui s'est remis en route Mm. finalement. Exactement, exactement. Mmh. Et dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. En fait, j'ai commencé un petit peu à m'en défaire qu'il y a 2-3 ans. Ça fait peut-être deux Mmh. trois ans que je fais plus de crise de boulimie. Mmh. Ça s'est déjà un petit peu calmé pendant ma période en BTS diététique, où là, je suis basculée dans un autre mode en fait. Je faisais plus de crise de boulimie, mais par contre, j'étais encore en restriction cognitive. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas parce que je faisais du sport, je mangeais équilibré, je mangeais bien, etc. Mais je connaissais pas encore l'alimentation intuitive et ni les sensations alimentaires. Donc en fait, je Ah, mangeais trop. Et à l'époque, ah. je comprenais pas pourquoi je prenais du poids. Et puis, de nouveau, le cercle vicieux du comptage des calories. Et oui. J'avais téléchargé une application pour compter les Mmh. calories, Mmh. etc. Et Mmh. ça ne fonctionnait pas. Et ça commençait à m'énerver. Mmh. Après, rebelote, j'ai eu une période perso un peu compliquée. Et puis, je suis retombée dans la boulimie encore une fois. Mmh. Jusqu'à ce que je commence ma formation en psychologie de l'alimentation. C'est une formation qui m'a énormément servi à titre personnel Mmh. avant que je l'applique à mes patients. En fait, c'est une formation basée sur les thérapies cognitivo-comportementales. Mmh. Et on a fait plein de choses. Et c'est des choses que j'ai essayé d'adapter à moi, en fait, avant Mmh. de le Mmh. proposer à quelqu'un. Et du coup, on a travaillé beaucoup l'alimentation intuitive. On est formé au gros, par exemple, je sais pas si Mmh. tu connais. Oui, si, si. Le Et groupe de recherche c'est sur ça, l'obésité et le surpoids, hein, pour les c'est ça. personnes qui nous écoutent, ouais, qui propose une Exactement. formation en psychologie de C'est l'alimentation, ça, hein, aussi. Mmh. exactement, exactement. Et en fait, j'ai fait tout un travail déjà pour retrouver mes sensations alimentaires. Et on fait ça sous forme d'expérience. Donc, j'ai fait les Mmh. expériences moi-même. Et en Ouais. fait, je me suis rendu compte que, bah, pareil, on m'avait jamais appris à manger en fonction de ma faim et de mon rassasiement. Je mangeais Mmh. parce qu'il était l'heure. Et des fois, ça m'arrivait de faire des crises de boulimie, où je vidais les placards et après, au repas d'après, je remangeais Mmh. normalement. Et oui, parce que c'était l'heure du dîner ou du Exactement. déjeuner. Ouais. Mais ça veut dire que dans ces crises que tu décris là, il y avait quand même, enfin, j'imagine la sensation de trop plein. Enfin, Ouais. comment tu t'arrêtais finalement? Qu'est-ce qui te faisait t'arrêter de manger dans ces moments-là? Je m'arrêtais dès que physiquement j'en pouvais plus. Mmh. Là où j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai jamais réussi à me faire vomir. Mmh. L'idée m'a traversé l'esprit Mmh. quelquefois. Ouais. Je le cache pas, mais Mmh. j'ai Mmh. jamais réussi. Et du coup, je m'arrêtais dès que, en fait, mon estomac n'en pouvait plus. Et c'est ça.
C'était plus possible. C'était physiquement douloureux même, en fait. Je m'arrêtais dès que j'avais mal. Et là où c'était hyper maltraitant pour mon corps, et ça, je l'ai conscientisé que là, il y a quelque temps, c'est qu'après une crise de boulimie où, je sais pas, j'avais ingéré l'équivalent de 3 baguettes, la moitié de mon frigo et la moitié de mon placard de gâteaux, je faisais une séance de sport après pour compenser. Mais une séance de sport dans un état physique lamentable parce que j'étais encore physiquement mal de ma crise de boulimie. En fait, je compensais par le sport. J'ai toujours fait énormément de sport. J'aimais pas ça quand j'étais gamine, mais après, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du fitness. En fait, je compensais comme ça. Oui, c'était ça la punition, entre guillemets. Est-ce que ça te va si on dit ça comme ça ? C'est exactement ça. En fait, je me disais, si déjà j'ai mangé tout ça, il faut que je l'élimine. Je peux pas le garder. Même si, en fait, ça m'a jamais fait perdre du poids. C'était une espèce de, comme tu le dis, une punition. Ou en tout cas, une tentative de réparer, entre guillemets, ce que tu venais de faire finalement, hein. Tu évoquais le fait que, oui, bien sûr que tu es venue à l'idée d'essayer de vomir pour compenser, entre guillemets, là encore, on va dire qu'il y a des guillemets partout. Exactement. Et que devant cette impossibilité, et finalement heureusement avec le recul, mais devant cette impossibilité, le sport c'était un autre moyen. Tout comme les périodes de régime, de tentatives de comptage de calories, de toute cette tentative de restriction et de rétablir les choses finalement. Sauf que non, ça fonctionnait pas. C'était le cercle vicieux en fait. Exactement. En fait, ça ne fonctionnait jamais parce que plus je me restreignais, plus j'étais frustrée. Et forcément, plus j'avais envie des aliments que je m'interdisais. Et en fait, une fois qu'on met le nez dedans, dans ces cas-là, c'est la catastrophe. C'est pas juste 1 ou 2 gâteaux. On va manger, c'est le paquet. Oui. Et les paquets, chez moi, ils faisaient pas long feu. Non. Mais oui, il y avait cette tentative, en tout cas, de réparer, mais de réparer pas de la bonne manière. Et ça, je l'ai compris que par après. Et il y a pas longtemps encore, je me suis rendu compte que j'ai passé 20 ans, quasiment, à me maltraiter de cette manière. Et je me souviens qu'en thérapie, quand j'ai sorti cette phrase-là, une fois qu'elle était sortie, je me suis effondrée, en fait. Parce que je me suis rendu compte de la maltraitance que je m'étais infligée à moi-même, en fait. C'était hyper violent et je me rends compte que maintenant, avec le recul. Ouais, c'est pas rien de réaliser ça. Oui, et en fait, il a fallu, avant d'aller mieux, un gros travail d'acceptation aussi. Et ça, en général, c'est pas facile. Déjà, d'accepter qu'on soit en difficulté, d'accepter la situation, et d'accepter aussi qu'on a besoin d'aide. Et pendant très très longtemps, j'ai pas demandé d'aide. Et ce qui m'a sauvée, clairement, c'est en partie ma formation, mais c'est aussi la thérapie que j'ai commencée en parallèle. En fait, tout s'est mis en place un petit peu au même moment. J'ai commencé ma formation, j'ai commencé ma thérapie, et en fait, le tout a fait que j'ai emprunté la voie de la guérison, on va dire, et beaucoup de travail personnel. En fait, il y a un gros travail d'acceptation, mais aussi un gros travail après personnel, parce qu'au final, dans ce type d'accompagnement, c'est nous-mêmes qui faisons le travail. Les accompagnants, on est là pour guider, on est là pour donner des clés, mais au final, c'est nous qui travaillons. Oui. Et du coup, ma thérapie m'a énormément aidée à prendre du recul, à prendre conscience des choses, à mettre des mots aussi. Et ça, c'est très important, d'où ma démarche aussi aujourd'hui de témoigner. J'ai appris à mettre des mots sur des souffrances, sur des traumatismes, sur des émotions. J'ai appris à vivre mes émotions autrement. Déjà, les vivre, c'est déjà bien, vu d'où je partais, parce que j'avais ce mécanisme-là de vouloir les mettre sous le tapis, de ne pas les vivre, en fait. Et en fait, c'est un mécanisme, ce que nous, on appelle un petit peu, maintenant j'arrive à le dire, de renforcement négatif. En fait, je préférais me confronter à la souffrance d'une crise de boulimie que de me confronter à une autre souffrance qui est plus psychique ou émotionnelle, ou enfin voilà. Oui, sachant que, précisons que quand tu dis je préférais, c'est des mécanismes complètement inconscients en fait. C'était pas un choix conscient que tu faisais. Je vais m'infliger ça pour ne pas ressentir ça. C'est vraiment, ce sont les moyens que nous trouvons au moment où, en fait, pour
pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir traverser les épreuves que nous traversons. Et même si ça peut sembler après coup complètement maladroit ou pas adapté, eh bien, c'est la solution que nous trouvons à ce moment-là, en fait, pour survivre. Donc oui, aujourd'hui, avec le recul, tu peux vraiment voir la façon dont ça se passait et finalement décortiquer tout ça. Mais bien sûr que c'était pas un choix conscient et que tu faisais du mieux que tu pouvais, en fait, à ce moment-là, avec les armes que tu avais aussi. Oui, tout à fait. En fait, on m'a jamais appris à faire autrement. Eh bien non. Les émotions, on m'a jamais appris ce que c'était. J'ai appris ça en thérapie. J'ai appris aussi en thérapie qu'aucune émotion n'était négative en soi, alors que je ne supportais pas de ressentir de la tristesse, de la frustration, de la colère. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai appris en thérapie et ça se fait pas forcément tout seul. Et ensuite, effectivement, ma formation qui a eu un gros impact où j'ai appris à me reconnecter avec moi-même aussi un petit peu. Donc, je parlais avant de la faim et du rassasiement, mais on peut aussi parler des besoins. C'est bête, mais je suis quelqu'un qui était pas du tout à l'écoute de moi-même. Je vais donner un exemple, mais imaginons je me blesse. Je suis quelqu'un qui va continuer. Je vais pas me dire mon corps il me dit de faire une pause, j'ai besoin de repos, etc. Non, je continue. Ouais, c'est ça. Ouais, coûte que coûte. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que ma formation m'a apporté. Je me suis penchée aussi sur la question de l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive permet aussi de se reconnecter à ses besoins alimentaires, à ses envies. Et en fait, tout ça, petit à petit, m'a amené à la pleine conscience aussi, qu'on travaille aussi un petit peu dans la formation là. Et en fait, petit à petit, j'ai appliqué tout ça d'abord à l'alimentation, et puis après, j'ai un petit peu élargi à ma vie en globalité. Et en fait, c'est chouette parce que du coup, maintenant, je me sens vraiment plus en phase avec mes besoins, avec mes envies. J'arrive à respecter mes signaux. Chose que j'arrivais pas du tout avant. J'ai déconstruit aussi énormément de choses vis-à-vis de mes croyances, même en BTS diététique. Il faut manger équilibré, etc. Toutes les croyances qu'on connaît là à l'heure actuelle. Il faut manger des légumes, 5 fruits et légumes par jour, etc. C'est plein de croyances que j'ai déconstruites aussi. Toutes les règles que j'avais en tête du il faut, les je dois, les je peux, mais en telle quantité, pas plus. Enfin, toutes les règles qu'on connaît toutes, je pense. Tous ces conditionnements, En fait, je les ai déconstruites petit à petit pour reconstruire quelque chose d'un peu plus serein. Et j'ai déconstruit aussi mon rapport au corps. C'est quelque chose que j'ai beaucoup questionné en thérapie, enfin même personnellement. Ce poids, qu'est-ce qu'il représentait pour moi ? Qu'est-ce qui fait que je veux absolument perdre du poids ? Et en fait, j'ai commencé à perdre du poids réellement le jour où j'ai lâché prise par rapport à ça. C'est-à-dire que tant que j'avais cette obsession de perdre du poids, ça ne fonctionnait pas. Je pouvais faire ce que je voulais, marchait pas. Il y avait comme quelque chose de crispé autour de ça, c'est ça ? Exactement. Parce que je pense que chez moi, le poids est très psychologique. Un des traumatismes que j'ai vécu enfant, c'est une agression sexuelle. Et donc, je pense aussi à cette question de... en fait, pour moi, être mince, c'est aussi être désirable et attirer l'œil. Quand j'ai commencé à perdre du poids, j'ai eu des paliers aussi. Ce que j'ai trouvé très marrant, parce que j'avais l'impression que dès que je débloquais quelque chose en psychothérapie, je perdais du poids. Assez naturellement. Et oui, et c'est là que du coup tu peux faire le lien en fait quand tu dis moi il y a une grande part de psychologique en fait dans cette prise de poids, ce poids. T'as vu presque les causes à effet, enfin. C'est ça. Oui, totalement. Et en fait le poids ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi le poids n'est jamais qu'un chiffre. Pour moi il y a toujours une histoire derrière. Et en fait, pareil, j'ai dû revoir un petit peu mes croyances. Et en fait, là, je me suis rendu compte que malgré tout le travail que j'avais fait, il me restait quand même un petit peu des pensées un peu grossophobes. Malgré moi, c'est pas que j'en ai envie, parce qu'en fait, on est tellement conditionné par rapport à ça que j'ai eu énormément de mal à m'en défaire. Et je pense que même aujourd'hui, le travail n'est pas totalement fini. Mais oui, c'est une déconstruction tellement... comment dire je trouve plus l'image, tu sais, les trucs de chirurgie très petits quoi. Microscopique, tu vois, il y en a de partout, des petits trucs qui traînent de partout en fait.
À l'intérieur de soi, hein, j'entends, bien sûr, autour de nous, mais à l'intérieur de nous aussi. Oui, et puis moi j'avais cette croyance que quand je serai mince, les gens vont m'aimer, je pourrai m'habiller comme je veux. Oui, En fait, le oui. poids m'a toujours empêchée de faire des choses. Je m'habillais pas comme je voulais. J'avais peur du regard des gens, j'avais peur d'être jugée. Et en Mhm. fait, tout tournait beaucoup autour du poids Oui. Et de l'image corporelle, et hein. de Tu, l'image tu commençais corporelle. à Ouais. nous en parler un peu aussi, ouais, C'est de ce ça. travail-là. À un tel point que j'ai une anecdote qui me fait sourire maintenant, mais Oui. une fois, j'étais à un concert et en fait, j'ai fait un malaise et j'ai vu les secouristes arriver avec une civière. Mhm. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais je leur ai dit: «Ah non, 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 moi je monte pas là-dessus, c'est bon, je marche». Ah. Et ils ont insisté un petit peu et non, c'était catégorique, je ne voulais pas monter sur cette civière parce que dans ma tête, je pensais qu'ils allaient pas réussir à me porter. Oh. Ouais, c'est assez dingue quand même, hein. Mais oui. Mais du coup, ouais, c'était très, très présent chez moi. Oui, il y avait cette peur qu'ils n'y arrivent pas et peut-être cette peur du jugement, finalement, Oui. de leur regard. Oh. Et du coup, c'est un travail qui est encore en cours, hein, ça, c'est pas encore tout à fait acté, mais Mhm. j'ai dû faire un gros, gros travail d'acceptation. Et une fois que j'ai commencé à m'accepter un peu plus comme j'étais, et à partir du moment où j'ai fait ça, en fait, les choses ont commencé à se... C'est comme s'il y avait eu un lâcher-prise, et là, j'ai pu commencer à travailler. Et les choses ont commencé à se décanter un petit peu. Et oui. Un sacré parcours, hein. J'entends qu'il est encore en cours, enfin que c'est un Ouais. chemin. Je suis aussi avec la concomitance, hein, tu disais, du début de ta formation, avec le début de la thérapie, comme si, tu sais, toutes les pièces du puzzle venaient s'emboîter et que c'était le bon moment, en fait, pour Exactement. commencer à la fois, du coup, de tester sur toi ce que tu apprenais au fur et à mesure, de traverser le processus toi d'abord, en fait, ce qui est, alors pas forcément une obligation, hein, dans des Ouais. formations, mais en tout cas là, c'était vraiment, j'allais dire une super idée. Enfin, c'est même pas que tu t'es dit je vais faire ça pour ça, mais voilà, tu as pu traverser l'expérience en fait toi-même, appliquer pour toi, et puis voir la façon dont tu pouvais ensuite l'adapter pour les autres. Et puis ce début de travail de thérapie, hein, en même temps. Ouais. Et comment tu dirais que ça s'est complété, tout ça? Comment ça s'articulait? Enfin, je sais pas si c'est possible de le définir ça, mais C'est compliqué à dire parce que oui. j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un moment un petit peu eureka de prise de conscience, c'est bon, tout va mieux. Oui, bien sûr, oui. En fait, ça s'est fait petit à petit. Et il y a des fois où je fais marche arrière, hein. Des fois, je m'énerve Mm. avec ma thérapeute. Je dis, j'en ai marre. Je fais 2 pas en avant, j'en fais 4 en arrière. Mais je Mais crois que c'est un oui, processus un peu normal. oui, complètement. Et en fait, non, c'est vraiment des petites choses. Et après, je me fixais de petits objectifs. Et petit à petit, j'avançais. Quel genre d'objectif tu veux bien nous en partager? Déjà, premièrement, si j'ai une envie de manger, l'accepter. Oui. C'est pas rien ça déjà, hein. Ensuite, après l'avoir accepté, prochaine étape, c'est de le faire en sécurité. Ok, j'ai le droit de le faire, c'est pas un problème, j'ai pas besoin de Mm. culpabiliser, j'ai pas besoin de compenser après, etc. Et du coup, petit à petit, j'avançais comme ça. Et dès qu'il y a une Mm. étape qui était validée, je passais à autre chose. Mm. Et ne serait-ce que aussi des fois me remettre en question, ou des fois quand j'avais une envie de manger, et encore maintenant, hein, j'ai des envies de manger émotionnelles, Oui. et je vais les satisfaire et après je vais me dire ok bon qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'étais en colère, qu'est-ce que ça vient de dire, etc. Et ça c'était pas un réflexe avant pour moi. Oui. Après je culpabilisais mais en fait ça faisait pas avancer le truc. Eh ben non. Alors que maintenant j'arrive plus ou moins à avoir cette prise de recul, à me dire ok si je veux que ce soit fonctionnel il faut que je prenne du recul un petit peu par C'est rapport à ça. ça et que j'analyse en fait ce qui s'est passé. Et oui, qu'est-ce qui m'a amené là? Et puis C'est ça. l'idée, c'est pas de, enfin, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, hein, mais c'est pas de diaboliser les prises alimentaires émotionnelles, hein, parce que c'est une des fonctions de l'alimentation que de nous, voilà, de nous aider à traverser nos émotions. Mais il y a vraiment ce processus de conscientisation, en fait, et non plus de faire ça
comme une réponse automatique finalement à ce que nous traversons émotionnellement, mais de choisir finalement cette façon-là de traverser l'émotion. Ou si nous la subissons un moment, comme tu le disais, de faire un stop ensuite, se dire attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois bien que c'était émotionnel là, cette façon de manger, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ok pour moi? Enfin, de toute façon, c'est fait, donc c'est ok. Donc de ne pas rajouter le deuxième étage du bus de la culpabilité qui va venir nous écraser en fait. Mais c'est ça, d'être à cet endroit aussi du choix. C'est ça. C'est ça exactement. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a sorti aussi de la boulimie, c'est que quand je faisais une crise, j'étais clairement en pilote automatique. J'étais plus là. C'est comme si à ce moment-là, j'étais même plus dans mon corps en fait. C'était le vide total. Ça, c'est un travail que j'ai fait en thérapie, mais c'est quelque chose d'assez récurrent chez moi. Parce que voilà, suite à plusieurs traumatismes, j'ai tendance à avoir cette, je sais pas si on peut dire faculté, à ne plus rien ressentir et à tout couper. À déconnecter. C'est ça. Et en fait, c'était quelque chose d'assez récurrent. Et forcément, quand on est dans cet état-là, on n'a pas de choix. C'est plus fort que nous. C'est vraiment cette notion de pilote automatique, en fait, comme tu disais. Et du coup, la thérapie et ma formation m'a aussi permis de sortir de ce pilote automatique. Et c'est là peut-être que la pleine conscience a pu t'aider aussi à cet endroit-là. Exactement. Ça m'a vraiment aidé à conscientiser les choses et à me poser un petit peu avant que ça arrive. Et ça me permet aussi de faire des choix un peu plus en conscience. C'est-à-dire que des fois, je vais choisir de manger. Des fois, vu que je suis une danseuse, je vais choisir de danser. Et en fait, les deux seront autant OK l'un que l'autre. Ça dépend vraiment du moment. Oui. Et aussi efficace, entre guillemets, l'un que l'autre, finalement. C'est ça. C'est ça, exactement. Et je pense qu'un des gros travaux, c'est effectivement de sortir de ce pilote automatique. Et ça, des fois, ça peut prendre du temps de conscientiser, parce que c'est pas forcément agréable. J'ai pas toujours passé des bons moments en thérapie, mais je trouve que c'est un travail très important et puis très intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, ça permet aussi de reprendre le contrôle. Alors, pas le contrôle dans le sens négatif du terme. En fait, avant, j'étais dans une restriction cognitive, dans un contrôle subi. Là, à l'heure actuelle, je suis dans un contrôle, moi j'appelle ça éclairé. C'est-à-dire que j'ai repris le contrôle physiologique, parce que je mange en fonction de mes sensations et de mes envies. Et j'ai repris un contrôle aussi sur mes émotions, parce que j'arrive à les vivre. Je vais pas forcément les subir. Oui, c'est une reprise, ce que moi je vais appeler une reprise de pouvoir en fait. Exactement. De redevenir actrice finalement de ce qui se passe. Avant, je subissais, clairement. Et là, j'ai repris un petit peu le contrôle et ça fait un bien fou. Mais oui. Et oui, et c'est peut-être même, parce que je repense à ce que tu nous disais de toi, vraiment toute petite fille, c'est peut-être même la première fois que ça arrive, enfin... Je sais pas ce que tu en penses. C'est clairement la première fois. Et avant, je me donnais pas le droit aussi. J'ai aussi dû faire un gros travail d'estime. Parce que forcément, mon parcours a fait que mon estime a été écorchée, voire inexistante. Oui, j'allais dire laminée, plus qu'écorchée. Oui. Du coup, j'ai eu un gros travail à faire là-dessus aussi. Et en fait, mon estime, à un moment donné... elle était reliée que à mon poids. C'est-à-dire que si j'étais pas maigre, je ne valais rien. Eh oui. Du coup, j'ai dû apprendre aussi à m'estimer par autre chose. C'est ça, à trouver ta valeur ailleurs qu'à cet endroit-là, finalement. Ouais, j'étais une enfant très timide, très renfermée sur elle-même. Je suis pas quelqu'un de très extraverti non plus. Ce qui est assez paradoxal parce que maintenant, je reçois des patients, mais... J'étais très renfermée et je gardais tout pour moi. J'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup, en tout cas pas de moi. J'étais quelqu'un qui adorait écouter, par contre. Et oui. J'étais un petit peu toujours la bonne copine à qui on vient confier ses problèmes. Par contre, moi, je n'avais jamais parlé des miens.
jusqu'à là, il y a très récemment en fait. Oui, je suis avec quelque chose qui a pu s'ouvrir en fait, Oui. à la fois à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur du coup, hein, et à la fois recevoir des passions, hein, comme tu disais, accueillir aussi l'autre, accompagner l'autre, mais même peut-être plus dans ta vie personnelle, ou en tout cas d'être plus dans exister en fait, tout simplement. C'est un petit peu, hein, c'est oui, tout simplement exister, mais je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est un peu ça quoi. Tout à fait, et t'as tout à fait compris parce que c'est ça. Là, je suis dans un cheminement où je commence à comprendre que j'existe en tant qu'individu à part entière, ce qui n'était pas forcément acquis. Et que j'avais le droit d'exister surtout. Et en fait, du coup, j'arrive beaucoup plus à m'ouvrir et à parler de moi, ce qui était un petit peu plus compliqué avant, ne serait-ce que peur du jugement, parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on a honte. On se sent nul, on se sent honteux, on se dit qu'on n'est pas normal, que les personnes vont pas comprendre, qu'on va se moquer. Et du coup, c'est hyper compliqué d'en parler. Et en fait, moi-même, dans mon entourage, je pouvais pas en parler parce que ma mère souffrait de ça aussi. Et j'avais pas envie d'en rajouter une couche. J'estimais qu'elle avait assez à faire elle-même avec ses problèmes. Du coup, en fait, je l'ai gardé pour moi pendant une vingtaine d'années, à peu près. Oui. Et là, même récemment, même mes amis n'étaient pas au courant. J'ai un petit peu fait mon coming out suite à la publication que je t'ai envoyée, où sur mon compte pro, j'ai fait une publication un petit peu plus perso en expliquant un petit peu mon parcours. Oui. Et je me souviens qu'avant de la poster, c'était panique à bord. Hein. Oui. C'était l'angoisse parce que j'en avais jamais réellement parlé. Et je me suis dit, bon, ok, comment ça va être accueilli? Est-ce qu'on va me juger, etc. Et au final, c'était hyper chouette parce que ça a été hyper bien accueilli. Mais avant, c'était panique à bord. Oui, ça devenait visible en fait, hein, tout ce qui est caché, ce qui est honteux. Exactement. Devenait visible et tu te sentais prête en fait, hein. Tout comme là en venant témoigner ici du coup. C'est exactement ça. Là, je suis vraiment dans une démarche de témoignage parce que je pense qu'il faut que les paroles se libèrent. Quand j'étais enfant, en fait, j'aurais aimé avoir toute la conscience qu'on a à l'heure actuelle sur l'alimentation parce que c'est très récent aussi, hein, tout ce courant un peu de pleine conscience d'alimentation intuitive. Quand j'avais 10-12 ans, on n'en parlait pas trop. Ou en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que c'est très, très important aussi de témoigner, de montrer aux personnes qu'elles sont pas toutes seules et qu'on peut s'en sortir aussi. Même si, hein, tu le disais tout à l'heure, c'est pas rien d'oser demander de l'aide et de se dire qu'on va pas s'en sortir seul. Déjà, de conscientiser qu'il y a un problème et ensuite d'aller demander de l'aide. Je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter, Marina. Ouais. Le temps est passé extrêmement vite. Et comme toujours, je dois répéter la même chose à chaque fois. Mais et avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais une dernière chose à partager qui te semblerait importante, qu'on aurait oublié, ou un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, je vais rebondir sur ce que je disais à l'instant. Moi, le message que j'ai envie de véhiculer, c'est que les troubles du comportement alimentaire, c'est pas une fatalité. On en sort, mais effectivement, restez pas seul avec et tournez-vous vers des personnes qui sont formées à entendre ce type de souffrance et qui pourront vous aider et vous accompagner. Eh oui. Je te remercie beaucoup, Marina, pour tout ce partage que tu nous proposes. Est-ce que tu veux bien qu'on laisse des coordonnées? Enfin, dis-nous comment. Est-ce que tu veux bien déjà que les personnes qui nous écoutent te contactent si ils ou elles le souhaitent? Et par quel biais c'est possible de le faire? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, via mon compte Instagram. C'est ce qui me paraît le plus simple. Oui. Je te laisserai peut-être le mettre dans la description. Oui, tout à fait. Et bien sûr, avec grand plaisir. Bon, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation de ce processus, hein, même si tu disais ce cheminement, même s'il y a des petits pas en arrière, des grands pas en avant, des pas en arrière, enfin, il avance, il continue à avancer, et voilà. Après, est-ce que ça a une fin? C'est une bonne question, on n'a plus trop le temps de débattre là-dessus, mais voilà, je pense que nous sommes toujours en mouvement, mais en tout cas, il y a quelque chose déjà de tellement libéré, hein, c'est ça que j'ai entendu aussi dans ce que tu nous as partagé, hein, grâce à tout ce processus que tu as traversé. Exactement. Ouais. Tu as tout compris, tu as tout bien résumé.
Merci beaucoup Marina, je te dis à très bientôt via Instagram ou par un autre biais. Et puis voilà, merci encore. Merci à toi. Voici la fin de cet épisode, j'espère que le témoignage de Marina vous aura inspiré. Vous pouvez bien entendu la retrouver sur son compte Instagram dont vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous serons ravis de les lire ou de les entendre. Et comme pour chaque épisode, vos commentaires sur le blog sont les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner si vous m'écoutez sur une plateforme qu'il propose et de laisser un avis ainsi qu'une note 5 étoiles. À très vite pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.